On va aussi passer par un truc un peu sur une place publique pour que ce soit ouvert et un peu plus se confronter au monde extérieur et sortir un peu de l'entre-soi qui est souvent reproché à raison au milieu militaire. J'ai gagné en fait. C'est pas un truc où je me dis pas putain je dois arrêter de prendre la voiture, arrêter de manger de la viande, arrêter de faire ci, de faire ça, me culpabiliser quand j'arrive pas à le faire. Il n'y a pas besoin de radicaliser l'écologie pour dire bon bah là faut y aller plus dur parce que visiblement quand on y va doucement ça ne marche pas. Et tu peux dire ouais mais tu peux dire exactement ce que tu as dit. Et dire oui mais si tout le monde commence à se dire bon ça marche pas du coup en fait on va vivre dans une société qui est totalement invivable. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec Pierre, et alors Pierre j'ai découvert votre alors tu vas nous expliquer exactement ce que c'est le relais jeune grâce à une auditrice du podcast qui m'a recommandé de te recevoir, de recevoir quelqu'un du relais jeune parce qu'elle vous avait rencontré sur Montpellier. Et elle m'a dit que ça pourrait être intéressant qu'on échange ensemble et que tu nous partages votre projet, le relais jeune. Donc on va pouvoir en parler en long, en large, en travers. Mais avant ça, comment vas-tu, Pierre ? Bah très bien, écoute, très très bien. Le retour à la réalité dans mon cas parisienne est pas forcément facile à gérer, mais ça va très bien. Trop bien. Alors est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Du coup, je m'appelle Pierre Taïeb, j'ai 25 ans. Moi, à la base, j'ai fait des études de droit, puis de sciences politiques. Et à côté de ça, j'ai toujours fait beaucoup de musique, notamment un projet de rap que j'ai mené pendant plusieurs années. Et à l'issue de mes études, j'ai poursuivi ça pendant encore 1 an et demi. Ça a relativement bien marché, mais j'y trouvais plus trop mon compte. C'était un peu trop solitaire et voilà, ça me plaisait moins qu'au début, au bout de quelques années, donc j'ai pris une petite pause, et dans cette petite pause, j'ai travaillé à l'Académie du Climat, entre autres, et c'est là que j'ai croisé l'équipe du Relais Jeunes, qui était 2 étages en dessous de mes bureaux, et donc on se croisait sur les pauses déjeuner et tout ça, il y avait qu'une petite partie de l'équipe à cette époque, et puis j'ai sympathisé un peu avec eux. Un jour, ils sont partis à Toulon pour faire un peu une résidence 1 mois et demi avant le départ du projet, qui avait été décalé. Et donc moi je les ai croisés à ce moment-là, et ils m'ont dit bah écoute viens bosser sur tes trucs à Toulon, comme ça voilà toi tu télétravailles et puis c'est chouette, ça change de cadre et tout ça. Viens avec nous, mais pas du tout pour bosser sur ça. Moi c'était une manière de m'imprégner un peu du truc pour être un bénévole plus on va dire. Et puis de fil en aiguille, en parlant, le courant passait hyper bien et puis le projet était dingue, donc je me suis dit bah let's go, et voilà en gros. Trop bien. Alors tu vas pouvoir nous dire ce en quoi consiste le projet exactement. Mais vous l'aurez compris, dans le podcast L'Instant Outdoor et sur ma chaîne YouTube et Facebook La Planète Trail, je m'intéresse de plus en plus à ces sujets qui tournent autour des enjeux environnementaux, du climat. Donc là aujourd'hui, Pierre, ça va surtout pour parler de ces sujets-là que tu vas intervenir. Et tu fais un peu de sport ? Ouais, moi j'ai fait pas mal de sport, jamais très poussé sur un sport, j'ai plutôt diversifié pas mal de trucs. Mais ouais, j'ai fait pas mal de tennis, beaucoup de foot petit, et là j'étais à la boxe française puis anglaise juste avant de partir. Donc là maintenant le vélo et la marche depuis le relais jeune évidemment. Mais ouais, pas mal, pas mal. Top. Alors est-ce que tu peux nous dire justement en quoi consiste le relais jeune ? Alors le relais jeune, du coup, c'est une marche à partisane de 3000 km qui a fait le tour de France du 20 février au 11 juin.
On a fait 20 villes étapes. L'idée de base, mais on va revenir dessus sur comment ça a évolué justement pendant, j'imagine, mais l'idée de base, c'était dans ces 20 villes, faire des événements sur différentes thématiques liées à l'écologie, la justice sociale euh, ou la démocratie, montrer qu'il y a une triple crise. Donc il y avait cette idée événementielle dans 20 villes, faire tout le tour et se déplacer que à pied, à vélo, en mobilité douce. Donc voilà, donc on était logés entre les villes, dans des fermes en transition, dans des collectifs en lutte, dans des écolieux, des tiers-lieux et autres, avec un peu de bivouac aussi. Et donc il y avait et c'était aussi utiliser la performance sportive justement pour ramener des gens qui étaient peut-être assez extérieurs à l'écologie et qui avaient peut-être une micro-sensibilité quand même pour en arriver là, mais qui n'étaient pas forcément militants, activistes ou même engagés. Et donc d'utiliser le sport, le côté voyage aussi pour amener ces gens-là, et d'autre part faire un peu une démonstration de force pour dire bah voilà, on existe, on parle pas du tout de ces sujets-là dans les médias, dans la campagne présidentielle. Et le projet a été monté et lancé vraiment à une période où il y avait un Zemmour qui faisait des scores très très élevés. On parlait vraiment que de sécurité et d'immigration, ce qui était un peu choquant quand on sait ce qu'on sait sur les questions climatiques notamment, mais aussi sociales et démocratiques. Et donc l'idée c'était d'occuper de l'espace médiatique aussi à travers cette performance, on va dire. Et donc voilà, c'était ça le projet de base. Après, il a pas mal évolué pendant, mais Et alors vous étiez combien, sur ce projet? Et quand, vous faisiez, ces événements justement, ça réunissait combien de personnes à peu près? Est-ce que il y avait une grosse mobilisation ou finalement c'était des événements, un peu intimistes? C'était comment? bah alors si je suis parfaitement honnête avec toi, donc il y avait vraiment l'enjeu événementiel au départ. Et puis quand on part, tu vois, on part de Paris le 20 février en hiver, il fait froid, il fait moche, il pleut, il y a du vent. De Paris-Rouen, c'est pas le trajet le plus beau, en tout cas pas la partie qu'on a faite et le chemin qu'on a choisi. Et on arrive à Rouen avec le côté bon bah premier événement et tout ça. Et on s'attend à beaucoup plus. Et au final, bon, il y a une conférence où il y a quand même pas mal de monde qui est venu, mais sinon, il y avait deux ou trois autres événements où il y a très peu de gens, quoi, très très peu de gens vraiment. Donc en fait, on se dit oulala, là en fait, on a peut-être surestimé le côté, on va organiser 4-5 événements par ville dans 20 villes pendant 3 mois et demi, en étant tout ça en même temps sur la route, à faire du vélo, à marcher, à faire de la logistique et tout ça. Donc là, on s'en a pris une petite claque. Alors on a quand même continué parce qu'on avait lancé pas mal d'événements et que l'équipe événementielle avait déjà beaucoup taffé, organisé plein de choses, mais on s'est dit voilà, ça va être compliqué de ramener du monde, quoi. Pas tellement sur l'organisation événementielle, mais plus sur la communication. Après moi, c'est quelque chose que j'avais de toute façon déjà vu sur d'autres projets, que globalement sur les questions écologiques, environnementales et tout ça, c'est souvent compliqué de ramener du monde, quoi. Faut vraiment très bien travailler le truc en communication, en logistique. Et donc ouais, petit quand même coup d'arrêt. Et donc à ce moment-là, on se dit ok, bah comment on va faire évoluer le truc. L'idée à la base, c'était vraiment d'aller mobiliser dans les universités. Et en fait, les universités, c'est souvent excentré, en tout cas dans les premières villes dans lesquelles on a été. Et du coup, on se retrouve complètement excentré de la ville, enfin du centre-ville, à parler à des gens qui, pour venir à un truc comme ça, qui sont déjà quand même convaincus et généralement bien convaincus et bien informés. Donc en fait, on se dit mais quelle est notre plus-value à faire ça? Et donc on va un peu transformer ça, et à partir de la troisième, quatrième ville, à partir de Lille à peu près, on se dit bon bah on va faire ça plutôt dans des bars dans le centre-ville. On va aussi passer par un truc un peu sur une place publique pour que ce soit ouvert et un peu plus se confronter au monde extérieur et sortir un peu de l'entre-soi qui est souvent reproché à raison au milieu militant. Et du coup, voilà, après ça, il y a eu d'autres défis là-dessus, je peux détailler si tu veux, mais en gros, voilà, sur la partie événementielle, il y a eu un peu ce chemin-là qui a été fait. Et puis en fait, après, on a assez vite retourné sur autre chose, encore totalement différent. En fait, on a rejoint beaucoup de luttes locales, et ça a été ça le gros déclic du projet, enfin en tout cas, un des gros déclics du projet. C'était clairement le fait de rejoindre des luttes locales sur tout le territoire. Donc on en a fait plusieurs, des mobilisations contre une ferme-usine de 200 000 poules à l'Escout, contre la pollution industrielle à Fos-sur-Mer, qui est un territoire qui est totalement sinistré par l'industrie, où il y a un taux de cancer qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, à d'autres endroits qu'on parle beaucoup aussi d'artificialisation des sols, qui est un gros enjeu sur tout le territoire. Et donc voilà, l'événementiel s'est un peu transformé comme ça tout au long du projet, quoi. Et le déclic, ça a été bon bah en fait, ces gens-là, ils ont besoin de force vive. Nous, parfois, ça se goupille assez bien. Les moments où on passe, on apporte quelque chose. C'est souvent des militants qui sont plutôt des militants plus âgés, qui sont pro voire retraités.
et euh, à qui ça fait particulièrement du bien. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a senti de voir que leurs combats vont pas mourir avec eux quand ils décideront d'arrêter ou quand ils seront plus de ce monde, mais qu'il y a quand même une nouvelle génération qui arrive et qui continuera de les porter. Il y a eu vraiment des moments émotionnels hyper forts là-dessus. Et donc ça a été ça un peu la réussite et le déclic quoi. Sur la partie événementielle plus classique, je pense que organiser, on a fait 65 événements quand même en tout. Euh, c'est compliqué quoi. C'est très aléatoire. Il y a des moments où il y a eu beaucoup de monde comme à Lyon, mais il y a d'autres moments où forcément t'es 5 dans la pièce, hein, si je suis honnête. Et du coup voilà, c'est un peu spécial comme truc. Mais c'est assez intéressant justement de se confronter comme ça. Après justement quand t'es 5, ça permet peut-être d'avoir des discussions un peu plus profondes, un peu plus enrichies et puis, à Lyon, tu as plus ce côté effet de masse, Ouais. et médiatique qui va ressortir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est du coup, en fait, dans le militantisme, il y a un peu ce truc-là je sais pas comment dire, mais de culpabilisation un peu parfois de l'égoïsme évidemment, pour nous, c'était hyper intéressant. C'est comme, par exemple, entre les villes, on allait dans des lieux, mais des lieux de dingue, quoi. Genre, franchement, enfin, du coup, là, s'il y a des gens qui voyagent ou quoi et qui écoutent ce podcast, mais c'est un truc de ouf. Moi, enfin, il n'y a pas besoin du tout, en tout cas, si t'aimes ce mode de voyage-là, d'aller à l'hôtel ou à Airbnb ou quoi. Nous, on a fait tout gratuitement. Après, c'était un projet militant, c'était différent et tout. Chez les gens, en accueil, mais on a vu des trucs de malades, des lieux de dingue, vraiment de dingue que moi, enfin, que t'aurais jamais vu dans un truc plus traditionnel, on va dire. Et donc là, tu vois, c'est pareil, on en tire beaucoup de bénéfices, comme quand on échange effectivement dans des petites sphères avec des gens qui sont à peu près au même stade de réflexion que nous. Bah du coup, c'est hyper riche, voire souvent plus loin en fait. Et donc c'est hyper chouette. Mais nous, il y avait un peu un truc de, on fait pas ça pour nous, en tout cas pas que pour nous. On a envie quand même de faire une différence à notre échelle. Et donc il y avait un côté très frustrant. Mais après, oui, en soi, les échanges étaient hyper intéressants. Il y avait juste un truc de dire, ok, quel impact on a, quoi. En fait, ça c'est vraiment une question qui est revenue pendant tout le projet. Quel impact on a? Ce que tu dis, c'est quelque chose que répètent absolument, tous les aventuriers que je peux recevoir sur le podcast, et il y a une phrase, et notamment, Alain Cailleux avec qui j'ai enregistré un épisode, je l'ai plus en tête, mais c'est l'un de mes préférés. Il dit, tout le temps: «Les réponses viennent en chemin». Les réponses viennent en chemin. En fait, tu pas besoin de tout savoir de ton aventure, savoir où tu vas dormir, où tu vas manger et puis en fait, tu te rends compte en partant, en mode, un peu minimaliste, tu as les réponses qui viennent en chemin. Donc tu vas discuter avec des gens, ils vont t'apporter des solutions, Ouais. à tes problèmes et puis en fait, c'est là que naissent les meilleures histoires, en fait. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Je rajouterais juste à cette phrase qu'il faut quand même de la patience. En tout cas, moi, tu vois, je suis parti, j'étais, je pense, un des moins roots, de loin même de l'équipe. On était deux à être beaucoup moins roots que les autres, on va dire. Et tu vois, moi, les 3 premières semaines, j'ai un peu subi le rythme. Après, il y avait trop de trucs trop cool sur le collectif, sur le projet en lui-même et tout ça, mais sur vraiment le côté voyage, le côté bivouac, tu dors jamais au même endroit, tu sais jamais où tu vas, t'as aucune, enfin voilà, pour moi ça a été un peu compliqué à gérer. C'était pas du tout une souffrance, mais je subissais clairement le rythme quoi. J'étais pas du tout dans la maîtrise du truc et ça glissait pas quoi. Tous les jours je me disais putain, tous les soirs je me disais putain, pour dormir là ça va être la galère encore, faut trouver le bon endroit, le truc machin. Et en fait, il y avait des gens qui avaient fait beaucoup plus de voyages comme ça, notamment le vidéaste du groupe qui avait fait un gros trip dans les Pyrénées, d'autres qui avaient fait du bateau stop jusqu'au Panama. Enfin, ça a quand même attiré des gens qui avaient des profils qui avaient déjà fait quelques trucs dans ce style-là avant, en tout cas pour certains. Et ils me disaient, mais tu vas voir, en fait, au bout d'un moment, ça devient juste ton mode de vie et ton rythme et je vois très bien, moi à la fin, c'était même pas un sujet quoi. Je me préoccupais même pas de comment dormir, quoi, où la fatigue. En fait, ça devient un truc, ton corps il a intégré, mais ça prend un peu de temps. Moi, c'est vraiment devenu un truc genre totalement naturel au bout quand même, tu vois, d'1 mois et demi. Après, j'imagine que pour d'autres gens ça va beaucoup plus vite, mais donc sur un voyage de 1 semaine, 10 jours et tout, je pense qu'il faut quand même prévoir que ça a 1000 avantages mais aussi le temps d'adaptation quand même, tu passes, enfin, moi j'ai pas l'impression que tu peux switcher, si tu l'as pas déjà fait, beaucoup, switcher hyper vite de confort à la maison, machin et tout ça, à sur les routes, à se faire, même je parle pas que de confort physique, quoi, même confort mental, de pas du tout savoir, de pas du tout pouvoir savoir où tu vas aller, comment et tout ça, c'est quand même un truc qui peut être un peu épuisant. Et donc je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais se faire confiance là-dessus, moi ça a été à titre perso une vraie révélation quoi du projet de ouais en fait il n'y a pas une histoire de c'est pas pour moi ou je suis pas capable ou quoi,
c'est vraiment, enfin, honnêtement, moi, je suis pas du tout, à la base, du tout, apte, quoi. Genre, j'ai des problèmes de sommeil, des trucs. Et pourtant, tu vois, genre, à la fin, ça glissait tout seul et c'était hyper naturel, quoi. C'était presque l'inverse qui était pas naturel. Et d'où le retour à la réalité, et justement, même à la sédentarité et tout ça, qui est pas forcément évident à gérer. Mmh. Ouais, c'est sûr, hein, il y a toujours une adaptation, du corps qui se fait, mais ça, c'est vrai pour tout changement, ça prend parfois un peu de temps. Il y a même aussi le côté social, hein, du projet où, ben, du coup, faut aller vers les gens et quand tu as pas forcément, de nature, cette facilité-là, aller des fois, demander des choses, peur de déranger, ça peut ne pas être simple. Alors oui, je rappelle quand même que vous avez fait ça donc, si les dates sont toujours bonnes, du 20 février au 10 juin, donc presque 4 mois. Ouais. C'est vrai que 4 mois d'aventure, c'est quand même, ça peut être assez long. Hem et j'avais une question, comment est-ce que tu fais? Parce que là, bon, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, vous avez essayé de sortir de l'entre-soi, même si, j'imagine que les personnes qui venaient justement à vos conférences étaient plutôt, des gens qui étaient déjà plus ou moins convaincus sur les enjeux et puis venaient chercher peut-être des compléments d'information. Est-ce que vous avez eu des gens qui étaient, climato-sceptiques, des gens qui étaient totalement réfractaires à tous ces sujets-là et est-ce qu'ils vous opposaient des arguments, face aux vôtres? Alors on a eu assez peu de ça, on en a eu un peu justement dans la phase où on est la phase avant le moment où on s'est vraiment concentré à fond sur les luttes locales et tout ça, où là du coup c'est des gens ultra convaincus mais qui sont dans l'action, et la phase conférence dans les universités. Entre ça, il y a eu un petit moment où on faisait pas mal en extérieur, et donc forcément là on croisait tout le monde et tu vois n'importe qui, quoi. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu des échanges, mais pas non plus des centaines, mais quelques échanges avec des gens qui, du coup, étaient parfois climato-sceptiques ou totalement désinformés sur le sujet. Et ouais, après, il y a jamais eu, on n'a jamais eu de discussion, on va dire, constructive avec quelqu'un qui avait des arguments, parce que le climato-scepticisme, c'est quand même là un stade où c'est compliqué de débattre sur le fond, parce que, en fait, c'est même pas notre parole contre la sienne, c'est la parole de ce milliers de scientifiques qui bossent ce sujet depuis des dizaines d'années. Donc là, c'est pas un truc où on essaie de se convaincre, quoi. C'est juste, bah, renseigne-toi là-dessus, parce que c'est un fait qui est assez objectivé, en tout cas. Mais par contre, des gens qui sont beaucoup moins beaucoup moins informés, ou qui prennent un peu des raccourcis de l'esprit pour se dire ouais mais c'est pas pour moi, ou faut, enfin oui il faut changer mais faut y aller tout doucement, faut pas non plus brusquer, tout ça, enfin ce genre d'argument. Ou alors si la France change ça va rien changer pour les émissions de gaz à effet de serre, mais par contre là où ça va changer c'est qu'on va être beaucoup moins concurrentiel sur la scène internationale, et du coup en plus de se manger le réchauffement climatique on va devenir une nation du tiers-monde et je ne sais quoi, machin. Un peu ces fantasmes-là. Là, sur ça, c'est déjà plus propice à l'échange. Mais et on en a eu quelques-uns sur le projet, assez peu quand même. On a plutôt fait le chemin avec les gens de je suis engagé, je suis quelques pages Instagram, où j'ai lu quelques livres, où j'ai deux trois potes qui font des trucs et tout ça, mais moi pour l'instant, je fais rien, quoi. Je suis sensibilisé, mais pas forcément dans l'action. Et on a plus fait faire ce chemin-là, je pense. Enfin, et nous-mêmes, on l'a fait, hein, à des gens qui nous ont rejoints, parce que du coup, je rappelle que n'importe qui pouvait venir sur n'importe quelle étape, à n'importe quel moment. Il suffisait juste de s'inscrire sur Internet. Il y avait un formulaire avec 10 questions à remplir, et pour qu'on prévoie la nourriture et tout ça. Donc n'importe qui pouvait venir. Donc il y a des étapes où quand on était dans le nord et qu'il faisait froid, où il y avait pas grand monde, et puis après il y avait des étapes où on avait 20, 30, 40 personnes qui nous rejoignaient. Et donc là c'était voilà, même les gens entre eux. Mais du coup on a fait plus ce chemin-là avec les gens de je suis sensibilisé et je passe à l'action parce que je vois des gens qui sont en train de faire, je me rends compte de qu'est-ce qui est disponible et tout. Vraiment convaincre des gens, peut-être, mais en tout cas on s'en est pas directement, quoi. Pas dans l'échange direct et tu vois, l'argumentaire et tout ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus ça, mais de fait, c'est pas arrivé. Après, ça serait intéressant de se demander pourquoi, mais j'avoue que là, j'ai pas forcément d'éléments de réponse hyper pertinents. Alors tu vois, j'ai vécu, une scène ce week-end,
et ça tombe du coup très bien parce que je te reçois juste le mardi juste après. Et je l'ai partagé sur ma page Facebook et j'ai fait ce petit coup de gueule. C'est quelque chose que je fais très rarement parce que je suis plutôt du genre optimiste positif, plutôt dans ces trucs-là plutôt que de râler et puis de me plaindre. Et j'étais sur une course et je remontais la course pour rejoindre ma femme et puis terminer les derniers kilomètres avec elle. Et là, j'ai croisé une dame d'une cinquantaine d'années qui a fait tomber quelque chose. Alors là, en trail, bon, ça arrive régulièrement, hein, d'ouvrir un sachet en courant, c'est des fois pas simple, donc tu fais tomber et tu ramasses. Sa copine derrière qui lui dit t'as fait tomber ça. Elle se retourne et puis elle lui dit ah c'est pas grave, c'est ma lingette pour nettoyer mes lunettes. Euh, donc la copine par conscience ramasse, mais elle avait pas vu qu'il y avait un papier plastique qui restait. Et je l'ai pris ce papier, moi j'étais juste à côté, et je lui ai dit bah si ce papier-là il va pas sauter dans la poubelle tout seul. Euh, et elle en a eu strictement rien à foutre. Elle a continué son chemin. Donc moi, je suis assez naïf en fait sur ces questions-là parce que ça me semble tellement aberrant, tellement hallucinant qu'en 2022, on ait encore des gens, là pour le coup, elle avait une cinquantaine d'années, qui soient complètement désintéressés, qui ne soient pas du tout sensibilisés à juste les déchets que tu as sur toi, tu les ramènes et tu les mets dans une poubelle. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens? Bah, je pense que là, il y a quelque chose effectivement mais ça me fait penser même je sais pas si t'as vu ça, la fille qui, je sais plus si c'est sur CNews ou autre, qui dit, moi j'en ai rien à foutre de l'écologie, je prends 2 bains par jour, et j'en ai rien à foutre. Dans les grandes gueules sur RMC, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, il y aura toujours des gens qui seront totalement indifférents et qui seront dans autre chose. Après, il y a des gens où c'est compréhensible, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le temps de se poser ces questions-là. Je pense que c'est quand même aujourd'hui encore une forme de luxe d'avoir le temps de se questionner là-dessus. Ça prend du temps de faire ce cheminement-là. Mais il y en a d'autres où c'est juste de la paresse intellectuelle ou juste qu'ils y voient aucun intérêt et qu'ils se disent, bah, moi je suis très bien dans ce monde-là. Ou j'en sais rien, mais je pense qu'il y en aura toujours. Moi, j'avoue que j'ai un peu accepté, enfin, le chemin de l'engagement, c'est un peu le cas pour tout le monde autour de moi, j'ai l'impression. Tous les gens qui sont militants ou activistes ou autres, t'acceptes un peu au bout d'un moment que ça fait partie de l'équation, quoi. L'énergie que c'est à dépenser pour essayer de faire basculer une personne sur un sujet comme ça est énorme. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens. Moi, j'avoue que j'ai plus, mais après c'est aussi parce que c'est plus satisfaisant. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire l'autre. Plus envie de prendre les gens qui sont un minimum sensibles, et leur dire bon, ok, en fait, donc là, ça te parle ces sujets-là, mais en fait, c'est pas l'autre qui va le faire, c'est toi. Et ça veut pas dire, tu vois là, c'est intéressant le papier et tout ça parce qu'en plus c'est vraiment, t'as raison, c'est vraiment la base de la base de la base de la base. C'est-à-dire même quelqu'un qui ramasse son papier et tout ça, ça veut pas du tout dire pour autant que t'es écolo. C'est juste genre, enfin, il y a même, c'est juste la base quoi. Juste tu ne laisses pas tes déchets dans la nature. C'est vraiment, pour moi, c'est même pas de l'écologie en fait. C'est juste du savoir-vivre. Et je suis d'accord que c'est un peu déprimant, mais au bout d'un moment, t'acceptes que ça fait partie de l'équation, que tu sens parfois un éclair chez des gens qui vont se dire ah oui c'est vrai, et tout ça, mais vouloir le créer à tout prix et essayer, en fait, moi je vois aussi pas mal de gens qui s'épuisent un peu avec ça. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui savent pas comment s'engager réellement, et que c'est déjà si tous ces gens-là passent à l'action, je pense que ça va créer un peu l'appel d'air pour le reste, et puis il y aura forcément quelques résidus de gens qui ne veulent absolument pas bouger, rien changer, ne surtout pas se poser de questions, ne surtout pas changer d'habitude, même un tout petit peu, parce que ce serait, je sais pas, y mettre de l'ego, de la fierté, j'en sais rien là-dedans. Donc voilà, mais c'est ce chemin. Je trouve que ouais, en termes de positivité et tout, se concentrer sur les gens qui savent ou sont informés mais se disent ah c'est pas moi ou je peux pas ou j'ai pas envie mais en même temps j'aimerais bien et tout ça. Ce switch là, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je crois que l'environnement est une préoccupation pour, je sais plus à quelle place il est arrivé, si c'est premier ou deuxième dans les sondages de préoccupation des Français là avant les présidentielles et tout ça. Et même particulièrement chez les jeunes et tout ça, où c'est car ça explose tous les scores. Donc tout le monde, enfin il y a quand même une extrême majorité de gens très sensibles à ça, mais par contre, il y a une espèce de consensus mou où tout le monde est d'accord, mais par contre tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas soi qui va faire non plus. Et juste pour revenir sur le papier, c'est intéressant parce que en plus il y a
il y a quelque chose de, c'est juste pour mettre en garde sur cette écologie-là, parce que parfois, moi j'ai aussi beaucoup vu des gens où pour eux l'écologie ça voulait dire effectivement trier ses déchets, faire peut-être un petit peu gaffe aux lumières chez soi. Là il y a eu c'est presque parodique, mais la ministre qui a Agnès Runacher, qui a parlé des pièces jointes dans les mails et tout ça. En fait, faut vraiment avoir confiance, et ça c'est vraiment un truc que les 3 mois et demi nous ont permis de prendre en compte. Faut vraiment avoir confiance que ces actes-là, c'est important, parce que c'est important d'incarner un minimum le changement que tu veux voir, ou plutôt un maximum, tant que tu peux essayer de pousser toujours plus loin ces choses-là, mais c'est pas par là que ça changera, en tout cas c'est pas par là que ça basculera. C'est important pour l'incarner, pour que ça devienne un sujet de société, pour en parler autour de soi, et puis même pour être en cohérence avec ses idées, ses valeurs. Il faut le faire, c'est une partie indispensable du travail. Mais faut avoir conscience vraiment que l'écologie individuelle, et même un peu hygiéniste faut nettoyer, faut machin, c'est pas là le gros du sujet, quoi. Et c'est un peu détourné. Je pense qu'il y a eu vraiment une orientation stratégique qui a été faite de l'écologie, de dire en fait l'écologie qui parle d'investissement par exemple, ou de nouveaux forages, ou de nouvelles mines de charbon, ou de systèmes de consommation et de production de manière plus globale, de mondialisation, de traités de libre-échange entre l'Europe et d'autres zones géographiques et tout ça. Toute cette écologie-là qui vient questionner ces choses-là, qui est 90% du sujet. Cette écologie-là, elle est trop, elle est vue comme extrémiste ou comme pas rationnelle. Enfin, elle menace trop. Et donc en fait, on va plutôt se concentrer sur, voilà, il faut plutôt faire attention à ces pièces jointes et porter la culpabilité sur les individus, comme si le changement, le bouleversement et le basculement allait passer par un changement de comportement individuel. Il y a une étude qui a été faite où ils essayent d'estimer à quelle part prend le changement des comportements individuels dans la transition. Si on va arriver à une neutralité carbone, ou en tout cas à réduire drastiquement nos émissions carbone, quelle part prend la part individuelle et quelle part prend la part collective, puis politique. Et ils estiment à environ, ça dépend un petit peu, mais en gros, dans les ordres de grandeur, à 30% à peu près, la part individuelle. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va se comporter, même si tout le monde se comportait de manière la plus éthique, ou quasiment la plus éthique possible, ça représenterait 30%. Parce que l'isolation thermique de tes bâtiments, c'est pas toi qui choisis, et t'as beau vouloir faire gaffe, à un moment t'as besoin de maintenir une chaleur minimum chez toi. C'est pas possible de dire par souci écologique je vais limite mourir de froid, parce que ce serait le cas dans plein d'endroits, parce qu'ils s'étaient pas chauffés. Pareil par exemple sur l'utilisation de la voiture, parfois t'as pas le choix du tout. Parfois à proximité de chez toi, t'as pas de vrac, t'as pas de magasin bio, t'as pas. Donc tous ces choix-là, même dans la géométrie des villes, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, bon à Paris c'est peut-être un peu différent, mais il y a plein de villes où c'est impossible. Si tout le monde demain se dit bon je laisse ma voiture, je fais du vélo, c'est impossible. La ville ne peut pas tourner comme ça. Elle a été construite et pensée pour les voitures. Donc c'est vraiment prendre conscience que en fait le gros du sujet il est là, mais c'est encore quelque chose dont on parle très peu. Et quand on parle d'écologie, il y a eu un gros mouvement il y a quelques années, je dirais dans les 10 dernières années, de l'écologie individuelle. Et aujourd'hui j'ai l'impression que le monde militant il en revient un petit peu. Il y a beaucoup de voix qui commencent à dire en fait attention, parce que c'est un peu détourné du vrai sujet là. Ça veut pas dire que ça fait pas partie de l'équation, mais s'il faut prioriser, c'est pas de ça dont il faut parler en premier. Et donc après c'est peut-être un levier d'action un peu plus facile que les autres, parce qu'une fois que t'as dit ok faut arrêter les forages pétroliers, tu te dis ouais mais en quoi ça me concerne, tu vois. Donc c'est aussi quelque chose c'est facile, c'est une première marche facile entre guillemets facile à passer, mais faut quand même remettre les choses à leur place comme ça dans les proportions. Je pense que c'est assez important. Et donc voilà, c'est ça que m'évoquait l'histoire du papier. Et puis tu as souvent cet argument des personnes qui se disent pourquoi est-ce que moi je ne prendrais pas ma voiture pour aller au travail et je prendrais mon vélo, alors que j'ai une usine à la sortie de la ville qui tourne à plein régime et qui a des fumées noires qui sortent H24, 365 jours de l'année, et qui va polluer 1000 fois plus ou même beaucoup plus que 1000, j'en sais rien, mais que moi durant son année. Il faudrait peut-être commencer par à ce que eux arrêtent avant que moi, ma petite action, serve à quelque chose. Mais en même temps, tu te dis que si toi tu es hyper sensibilisé et que tu vas justement avoir des actions individuelles, tu peux te dire que tes choix politiques vont s'en ressentir aussi, et que du coup ces usines, par effet
de suite vont peut-être devoir modifier leur façon de faire dans leur système de production. Ouais, bah non mais c'est exactement ça. Et puis l'argumentaire globalement du eux arrête et moi après, c'est quelque chose. Là, ça marche avec les usines, mais si c'est pas avec les usines, ça marche avec que les Chinois arrêtent et puis ensuite en France on arrêtera. Enfin, je veux dire, ou que mon voisin arrête, ensuite moi j'arrêterai. Ça marche à toutes les échelles et c'est vraiment un des trucs, un des leviers classiques de comment faire pour justifier un peu ma propre inaction, quoi. Mais ouais, effectivement, il y a toujours le eux. Après, à un moment, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une éthique personnelle, mais ça c'est vraiment un chemin pour moi qui est très très individuel, et de dire ok, bah est-ce que je suis d'accord de participer à ça, même si c'est à petite échelle. Est-ce que éthiquement, moi personnellement, j'aurais envie dans 15, 20, même peut-être 10 ans, si j'ai des enfants, ou même vis-à-vis d'autres enfants, même si c'est pas les miens, est-ce que j'aurais envie de me dire, bah dans une certaine mesure j'ai participé et je me suis pas limité là-dessus, en tout cas j'ai l'impression d'avoir fait mon maximum. Ça c'est vraiment une éthique très individuelle. Et je pense que c'est un chemin très personnel. Voilà. Après, tout le monde peut pas en être au même stade et il faut juste, pour moi, cultiver ce truc-là. Mais après, il y a autre chose, c'est de se dire, bah, en fait, ok, dans ce cas-là, si je dis, bon, bah voilà, moi, ça me coûte, entre guillemets, en termes de confort, en termes de facilité, et ce que ça représenterait de ne pas prendre ma voiture, dans mon cas, ça serait un tel coût, enfin, ça serait une galère, mais monumentale. Donc, pour moi, c'est trop, je peux pas. Mais le problème, c'est eux, il faudrait qu'ils arrêtent. Bah, très bien. Dans ce cas-là, en fait, si tu dis ça, va au bout de ce raisonnement-là et engage-toi pour que eux ils arrêtent, parce qu'aujourd'hui il y a des luttes partout. Elles sont archi actives. En plus là, elles vivent particulièrement. Elles ont un peu un troisième souffle avec la réélection de Macron et tout ça, parce qu'ils ont compris que le levier politique allait être compliqué pendant 5 ans. Et du coup, il y a des luttes qui se battent pour que, pas forcément que l'usine ferme, mais que on ait plus de transparence sur les émissions, que il y ait des filtres qui soient mis, que ce soit financé par l'usine et pas par les impôts, pas par l'État, comme ça c'est souvent le cas, qu'il y ait des rapports indépendants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, sur les usines, les rapports dans la norme, ce qui est normal aujourd'hui, c'est que les rapports sont commandés et payés par l'usine, enfin par les industriels qui décident de le sortir. Et ils ont un droit de regard, ils ont un droit de navette, c'est-à-dire qu'ils peuvent renvoyer au laboratoire en disant bah, les conclusions ne vont pas, donc changer des choses et on voit. Après, il y a quand même une transparence sur le nombre de navettes qu'il y a eu qui permet de te donner une petite idée sur la véracité du rapport. Mais en fait, t'as des moyens de lutter contre ça. Donc si tu estimes que c'est ça le problème, bah il y a plein d'associations. Je pense à Terre de lutte par exemple, d'autres sur les soulèvements de la terre, sur les questions plus agricoles et tout ça. La carte de reporter, par exemple, le média reporter, il y a plein de choses qui cartographient ça. Donc, si tu estimes, à juste titre, c'est ce que je disais, c'est 70%, que c'est ça le levier, bah, libre à toi de t'engager. Et puis, si toi, dans ton équation, tu te dis, bah, moi, la voiture, en fait, dans mon cas, c'est beaucoup trop compliqué, c'est impossible. Bah, très bien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi faire avec les réalités de la vie. Tu peux pas te permettre de faire 3 heures de bus aller, 3 heures de bus retour, d'aller en stop au travail tous les jours. Tout le monde le comprend. Par contre, tu peux peut-être essayer un peu de covoiturage et tout ça, mais si tu veux t'engager là-dessus, je pense que c'est le meilleur moyen. Et professionnellement aussi, de refuser les jobs que tu estimes vraiment pas éthiques du tout. Je pense que ça a beaucoup plus d'impact. Quelqu'un qui refuse le job et qui dit bah moi je veux pas, moi je vais m'orienter vers autre chose, ou qui quitte son job, ou qui décide de bifurquer à la fin de ses études, comme il y a eu les étudiants d'AgroParisTech et plein d'autres écoles qui l'ont incarné et tout ça, bah je pense que ça aurait un impact aussi énorme. Donc il y a plein de leviers d'action. S'il y en a un qui est pas possible, bah fais les autres. Mais si c'est juste une justification pour se dire comment je vais faire pour m'expliquer à moi-même que je préfère ne rien faire, faut juste en avoir conscience en fait. C'est pas voilà, je pense qu'il faut pas se raconter l'histoire là-dessus. Mais si tu veux aller au bout du truc, du travail en France, surtout en ce moment, j'ai ma femme qui travaille pour une agence intérim. Enfin, du travail, il y en a. Alors oui, c'est parfois des conditions qui sont plus ou moins difficiles. Mais finalement, est-ce que tu pourrais pas dire à celui qui habite à 1 heure de voiture, eh ben, finalement, rapproche-toi de ton lieu de travail, vis à côté, et puis finalement, tu auras pu apprendre cette voiture. Toi, si tu veux aller au bout, tu peux toujours faire en fait un petit peu plus, et finalement, tu vois, j'en parlais aussi dans l'organisation d'événements avec un ami.
si tu veux toujours rendre ton événement toujours plus vert, toujours plus green, bah, en fait, jusqu'où tu t'arrêtes et puis si tu pousses le truc, tu te rends compte que le truc le plus vert, possible, c'est de ne pas l'organiser, en fait, ton événement. Donc enfin, je Bah, parle pour un événement sportif, hein. ok, oui, mais tu vois, avec un événement sportif, si jamais, effectivement, si c'est juste un... Ouais, il y a un peu le côté, effectivement, je suis d'accord avec toi, business as usual, genre, ok, si on continue de toute façon à faire des choses, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, à un moment, on va émettre quand même quelque chose, à part la balade pédestre autour de chez toi. Bon, a priori, ça va, mais sinon, globalement, c'est vrai que dès que tu achètes quelque chose, il y a Si, quand même... même les chaussures que tu as, elles viennent de Chine, donc Voilà, exactement. Voilà, exactement. Sauf si tu veux marcher pieds nus, il y en a qui le c'est font. ça. Et des tout nus du coup, parce que voilà. Mais, mais, non, donc effectivement, t'as raison. Mais après, tu vois, quand tu disais événement, moi je pensais plus par exemple, un festival de musique, au festival de musique engagée et tout ça. Un festival qui va certes émettre quelque chose. Euh, je trouve que c'est un bon exemple parce que en fait, tu vas essayer pour être cohérent avec toi-même, pour être crédible, enfin, là, à l'échelle du festival, pour être cohérent avec ton projet, pour être crédible même, parce qu'en fait, si tout est, tu vois, si tu ne fonctionnes que avec des gros camions, moteurs diesel, machin, que tu fais venir tes artistes du monde entier en avion, machin, enfin, oui, là, t'es pas crédible, c'est pas, ça ne marche pas. Mais en fait, si avec ça, tu vas, ok, avoir une émission carbone, bon, de toute façon, les gens, ils vont aller à des festivals, a priori, on va pas tout interdire. Mais par contre, si tu as déclenché une prise de conscience chez plein de gens, c'est peut-être pas toi qui va être le déclencheur, c'est peut-être pas cet événement qui va être le déclencheur, mais tu vas participer à installer une petite graine dans la tête des gens qui vont faire que ils vont en parler, que ça va devenir de plus en plus un sujet, qui vont peut-être voter différemment, qui vont peut-être s'engager sur une lutte ou à titre personnel sur d'autres choses. En fait, je pense qu'à la fin, si tu fais le bilan, bah, t'as largement, tu t'y retrouves largement. Après, sur un événement sportif, je suis d'accord, vu que c'est totalement autre chose et que ça n'a, enfin, c'est peut-être compliqué de le rendre très engagé et tout ça. Ça pose effectivement des questions. Mais tu vois, sur le trail, je suis pas expert, donc tu me reprends si je dis des aberrations. Mais t'as quand même, enfin, en fait, ça dépend. Si c'est la Coupe du Monde au Qatar, oui, c'est catastrophique parce qu'en plus, ça véhicule les mauvaises valeurs. Si jamais tu fais un truc ok, tu vois, parce qu'il va y avoir une émission, mais comme toute activité, mais que par contre, tu vois, tu te reconnectes avec la nature, tu permets aussi aux gens de voir autrement, tu pousses quelque chose, tu proposes quelque chose, en fait, qui va quand même dans ce sens-là, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, un peu, comment dire, préconiser l'éthique parfaite pour être vraiment cohérent, bah oui, effectivement, t'as raison, si tu pousses le raisonnement, en fait, juste faut rien faire, rester chez soi. Mais en fait, si toi, tu fais rien, que tu restes chez toi, sous ta couette, parce qu'il faut surtout pas émettre, le monde, il continue de tourner, et tu vois, et donc faut quand même être dans le système ou en tout cas interagir avec lui pour pouvoir lutter. Et donc, je pense que, voilà, c'est juste pareil, remettre les bonnes balances, de se dire, bah, c'est important de faire de son mieux, mais le vrai combat, c'est pas que tout le monde arrête de faire tout. Le vrai combat, c'est de gagner une bataille culturelle, de gagner une bataille politique, de gagner une bataille même dans les narratifs, dans les constructions sociales, notamment le récit économique, le récit du succès. On pourrait même aller partir sur le récit de la virilité, de la masculinité, du rapport à la nature, de plein de choses qui sont liées à tout ça. Mais donc, c'est de gagner cette bataille-là. Pour moi, ton émission carbone, elle est importante pour être exemplaire, pour être cohérent avec ce que tu fais, mais le but du jeu, c'est de gagner cette bataille-là, et c'est par là que ça switchera. C'est pas parce que on n'a pas fait ce festival en se disant bah c'est plus écolo. Enfin, on n'a pas fait cet événement sportif parce que c'est plus écolo. Après, tout le monde ne peut pas être engagé non plus tout le temps. Il faut aussi que voilà, il y a aussi d'autres gens qui ont d'autres passions et enfin d'autres passions, je sais pas si c'est une passion, mais d'autres centres d'intérêt et c'est très bien. Enfin, mais juste si on se pose la question sous le prisme de l'engagement et tout ça, euh, je pense que le bilan il se résume pas juste à est-ce que j'ai planté des arbres pour les émissions carbone que j'ai fait quoi. Je pense qu'il dépasse largement ça et il faut aussi prendre en compte toutes les conséquences que tu vas pas forcément voir de ce que tu as fait, mais les graines que tu as plantées dans des têtes et tout ce que comment ça va ruisseler derrière. Mmh. Tu vois, en ce moment, je suis en train de lire la BD là, de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, que je recommande d'ailleurs à tout le monde. Mais en fait, si tu, euh, ça fait un peu flipper quoi, Ouais. cette BD. Et quand tu commences à mettre un pied dans ces sujets du climat, euh,
tu peux te poser des questions sur l'avenir de nos enfants et est-ce que, et je pense que c'est nécessaire de se les poser ces questions, hem, mais finalement tout le monde n'est pas prêt en fait Ah ouais. à admettre, tout ça, à accepter, que ça fait peur. Hem, est-ce que tu penses qu'il y en a qui se cachent aussi derrière ça? Mais bien sûr, mais c'est parce que c'est abyssal et c'est même pas il y en a, enfin, genre, je pense que tout le monde se cache ou en tout cas, s'est caché et va se recacher derrière ça. Je veux dire, c'est compliqué d'être, complètement conscient, à chaque minute, chaque heure de ta vie, de ces sujets-là. Je veux dire, faut quand même avoir une résistance, émotionnelle, psychologique et tout ça hors du commun si c'est ça ta réalité. Donc bien sûr, enfin le déni, il fait partie du processus et je pense qu'il faut pas forcément le diaboliser. Le seul truc, c'est de se dire: «Bah, en fait, est-ce que il y a je pense qu'il y a deux moi j'ai des gens qu'on a rencontrés pendant les 3 mois et demi du relais, il y a un peu 2, j'ai l'impression types, enfin sûrement plus, mais en tout cas moi j'identifie 2 types de manières de réagir avec ça. C'est soit de se dire: «Bah, de toute façon je peux pas faire autrement». Donc en fait, j'ai cette prise de conscience-là. Je veux dire, c'est pas moi qui j'ai la possibilité du déni est de moins en moins possible. C'est-à-dire que le truc s'impose quand même un peu à moi parce que j'ai pris conscience de ça et j'arrive pas en fait à le re-ranger. J'ai pas forcément envie de le re-ranger. J'ai envie de continuer à me poser des questions. Je suis curieux de ça. Et donc là, généralement, ce format-là, qui beaucoup de gens, et peut-être la plupart des gens, ça crée quelque chose qu'on appelle l'éco-anxiété, quelque chose qui est assez documenté maintenant, qui est effectivement se dire putain, bah là on parle de quand même de choses, voilà, effectivement, si tu regardes le truc droit dans les yeux directement, c'est très très angoissant. Et donc c'est généralement une phase un peu malheureusement, comment dire, inévitable. Je pense que quasiment tous les gens qu'on a rencontrés sont passés par là à des degrés totalement différents. Des gens, c'est juste. Moi, par exemple, il y a eu quelques trucs un peu, c'est un peu abyssal, quoi. C'est-à-dire que tu as un peu des vertiges, mais comme quand tu penses à d'autres sujets, si tu penses à la au concept de mort ou je ne sais quoi, ça fout des vertiges aussi. Bah, c'est un peu le même effet, ça met un peu des vertiges et personne veut y penser. Mais au bout d'un moment, en fait, je pense que soit ça s'impose à toi, comme je disais, et l'autre option, c'est que tu te dis, putain, mais en fait, j'ai à y gagner au fait de m'engager, être acteur. En fait, et je trouve que le projet du Relais Jeunes, pour moi, en tout cas, il m'a vachement prouvé ça, de me dire, j'ai à y gagner, en fait. C'est pas un truc où je me dis pas, putain, je dois arrêter de prendre la voiture, arrêter de manger de la viande, arrêter de faire ci, de faire ça, me culpabiliser quand j'arrive pas à le faire. Euh, Potentiellement m'écarter un peu de certains liens sociaux parce que forcément ça il y a des gens où ça passe ou ça casse et tu deviens parfois t'as un peu l'impression de devenir le relou de ça. En fait putain le bilan il est horrible et en plus être conscient d'un truc et l'extrême violence c'est même pas d'être conscient de ça, c'est de voir l'inaction et le déni de tous les autres. Quand toi tu ouvres les yeux, tu vois que tout le monde a les yeux fermés, tu te dis oh putain ça c'est encore plus angoissant. Et tu te dis putain mais pourquoi en fait effectivement pourquoi j'ouvre les yeux, je vais fermer les yeux, il y a pas de enfin voilà c'est trop horrible quoi. Et en fait, là, tu vois, avec un projet comme ça, je me dis, mais en fait, le fait d'être engagé, le fait d'avoir ce truc-là qui t'anime au fond de toi, bah, ça te permet aussi de faire des projets comme ça. Moi, comme je te disais, je suis sportif, mais sans être du tout au niveau de trailer. Je suis, j'aime le voyage un peu baroudé, mais pas, tu vois, pas tant que ça, et je serais pas forcément allé. Bah, en fait, je pense que sans l'engagement, j'aurais jamais fait un projet comme ça. Si j'étais pas animé par ce truc-là, je me serais jamais dépassé. Donc c'est aussi un truc qui pousse au dépassement de soi. C'est aussi un effort, mais en termes intellectuels, en termes physiques, enfin ça dépend. Et donc tu vois avec le relais, bah en fait tu te dis putain j'ai à y gagner en fait, genre parce que c'est pas qu'une question de, pour moi l'écologie c'est pas qu'une question de bilan carbone, c'est pas t'es pas là. Enfin ça serait triste si jamais c'était ah ouais faut compter tous les soirs je rentre chez moi. Euh, et je note le bilan carbone de la journée, je fais les maths et je vois si ça dépasse les 2 tonnes indiquées, en tout cas si je vais vers ça. Enfin, si c'est ça, c'est glauque, quoi, franchement. Au contraire, il y a aussi un truc de, je pense, l'écologie, sortir de ce rapport très rationnel, très mathématique aux choses et remettre un petit peu, réenchanter un petit peu le monde qui, je trouve, en tout cas moi, de jeune de 25 ans qui a grandi à Paris et tout ça, assez triste à plein de niveaux, quoi. Donc, je pense qu'il y a plein, plein, plein de gens qui gagneraient en fait et qui seraient vachement plus heureux avec un mode de vie écologique
ou en tout cas tendanciellement vers ça, pour tout ce que ça implique. Certains, ce serait parce que intellectuellement c'est hyper stimulant, d'autres parce que ça leur permettrait d'avoir un autre taf dans lequel ils se sentiraient peut-être plus épanouis, d'autres c'est le mode de vie. Peut-être que ça se poserait la question de ok, est-ce qu'en fait j'ai envie de vivre en ville? Je me suis jamais posé cette question-là. Mais nous, on a rencontré des gens surtout pendant 4 mois. Ça fait 111 nuits en tout le trip, et on n'a jamais dormi. Enfin, on dormait que chez les gens et en bivouac de temps en temps. Euh, et on a rencontré quand même une extrême majorité de gens qui étaient hyper heureux et hyper épanouis dans leur truc. Pas du tout des gens qui étaient là à se dire ouh là là, faut surtout pas que je bouge, sinon je vais mettre du carbone, c'est atroce. C'est des gens qui étaient pas parfaits dans leur démarche, mais ils étaient hyper heureux, hyper stimulés et tout ça. Le seul truc qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est que c'est compliqué d'avoir. Enfin, t'es quand même isolé encore. Et je pense que ça sera beaucoup moins vrai dans quelques années, parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens. Mais aujourd'hui, la vérité, pour parler honnêtement, il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Il y a quand même un problématique de lien social dans ces milieux-là, parce que tu peux t'éloigner de certaines personnes du fait de ton engagement et tout ça, et parce que le mode de vie rural, globalement, t'es isolé, et nous, on a plutôt vu ce type de mode de vie-là. Donc voilà, franchement, il y a un peu ces deux profils-là, et je pense pas que, effectivement, si le truc c'est, ok, faut que j'ouvre les yeux, que je vois que tout le monde a les yeux fermés, que on va droit dans le mur, que ça va être atroce, bah, oui, effectivement, là, tu te dis, ouais, là, tout le monde, enfin, c'est normal que 99% des gens se disent, en fait, je vais refermer les yeux, ça va être beaucoup mieux, et je n'étais pas si malheureux avant, et ça va être pas mal. Mais je pense que c'est pas que ça l'équation, et que t'as plein de trucs à y gagner, en fait. Vraiment. C'est vrai que l'écolo, l'image de l'écolo qui vivait en Sarwell et pieds nus dans une zone humide type Notre-Dame-des-Landes, pour accentuer totalement le plus gros cliché que je puisse avoir en tête. J'ai l'impression qu'il a quand même changé, et que ça a évolué et que maintenant tu as quand même beaucoup de milieux sociaux différents qui s'intéressent et se sentent concernés par ce sujet. C'est aussi un des enjeux de votre projet, le Religion, la justice sociale Ouais. et la démocratie. On a beaucoup parlé d'environnement là pendant le début de cet enregistrement. Euh, Quelles ont été les communications et les actions sur ces sujets-là? En fait, on a parlé d'environnement parce que c'est la porte d'entrée que nous on a eue. Enfin, moi j'ai monté quand j'étais à la fac, j'ai monté une asso de maraude. Après, j'ai fait partie du projet Ma Voix, donc c'était un projet de démocratie directe qui présentait des élus à l'Assemblée nationale en 2017 et tout ça. Et donc, il y a d'autres, je pense qu'il y a eu d'autres engagements. Je suis pas du tout le seul à avoir eu des engagements aussi sur la justice sociale et la démocratie, mais en tant que groupe, on venait quand même plutôt d'un militantisme climat, environnemental et tout ça. Et ensuite, en fait, quand tu tires la ficelle de la question environnementale, tu te dis climatique, tu commences à regarder ce qui se passe, en fait, même sur le terrain, très concrètement. Et tu vois que c'est très lié avec la justice sociale et la démocratie. Parce que c'est un peu des mots valises où on peut un peu tout mettre dedans, chacun comprend ce qu'il veut avec ces mots-là. Mais très concrètement, par exemple, c'est que tu te rends, mais il y a plein de liens dans plein de sens différents, mais pour prendre un type de lien schématique, on va dire. Quand tu te poses, je parlais tout à l'heure de Fos-sur-Mer où on a fait une action avec plein d'assauts locales là-bas. Fos-sur-Mer, c'est juste à côté de Marseille. C'est de l'autre côté des Calanques. Il y a toutes les Calanques, direction Cassis, machin, tout ça. Et de l'autre côté, à l'ouest, c'est le même type de paysage de base, sauf que c'est une zone industrialisée. Je crois que c'est la première ou deuxième zone la plus industrialisée de France. Et ils ont mis ça là, c'est un plan voilà d'État, l'État dans les années je dirais 70, ouais, 70, qui a implanté ça là-bas en disant bon bah on va faire là-bas. En plus il y a le Mistral, donc ça évacue un peu toutes les pollutions, et puis c'est pratique pour plein de raisons politiques, géographiques et tout ça. Et donc ils ont vraiment tout implanté là-bas. Et donc tu te dis bon, problématique environnementale parce que ça émet des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2, et tu peux te dire je vais pas prendre ma voiture tous les jours. Tu pèses une goutte d'eau là-dedans. Euh, mais il y a aussi une problématique de santé parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, tu as un taux de cancer qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Il y a un taux de maladie chronique qui est totalement explosé aussi. Un taux d'asthme évidemment. Enfin voilà, il y a une mortalité globalement dans la zone qui est terrible. Et tu te dis, ok, bon, bah à partir de là, ça commence à devenir un peu une problématique de justice sociale parce que les gens qui sont là, c'est pas des gens qui ont des revenus.
particulièrement élevé. C'est globalement les ouvriers qui bossent dans ces mêmes usines, donc ils subissent quand ils rentrent chez eux les pollutions, mais dans l'usine aussi au travail les pollutions, donc ils sont exposés H24, mais qui subissent aussi une maltraitance sociale parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens de déménager, qu'ils n'ont pas du tout les moyens de partir, ou même pas forcément la possibilité, même pas que financière, quoi, de partir. Et donc tu te dis, ok, donc là il y a quand même une problématique, ça se greffe, ça vient se juxtaposer sur une problématique sociale. Donc après il y aurait plein d'autres ficelles à tirer, mais voilà, en gros, du coup on voit le schéma. Et ensuite la question démocratique, donc tu dis bon, ok, pourquoi les choses elles changent pas, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe environnementale, mais c'est même une catastrophe de santé publique, même en termes de coûts pour l'État. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il faut quand même les soigner ces cancers. Tu peux pas non plus dire aux gens bon bah voilà, tant pis pour toi. Donc c'est un coût énorme, c'est un truc de santé publique. Enfin, je veux dire, c'est quand même une des missions principales de l'État, c'est de garantir la santé de sa population. Comment c'est possible que le truc ne change pas? Donc tu te dis, ah ouais, mais c'est bizarre en plus parce que globalement, les gens, ils sont plutôt pour, pas forcément pour la fermeture des usines localement, mais au moins pour avoir beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de filtres, que les normes soient élevées et respectées, parce qu'aujourd'hui elles sont très basses et en plus elles sont pas respectées, que ce soit des études indépendantes et tout ça. Donc, mais donc pourquoi ça change pas? Il y a plein d'assauts, les gens localement sont pour, même les maires, les élus locaux sont globalement pour, à quelques exceptions. Tu dis, mais comment c'est possible que le truc continue, quoi? Parce qu'on parle pas de fermer les usines, on parle juste d'avoir plus de transparence et beaucoup plus d'attention là-dessus, et que ce soit pas en mode, bon, on verra, où on n'a aucune info, parce que c'est ça le problème. Et donc, tu te dis, bah, comment c'est possible, en fait? Et donc là, tu te rends compte qu'en fait, ça bloque au niveau de la préfecture, c'est-à-dire l'incarnation de l'État territorialement. Donc là, tu commences à te dire, ah ouais, donc il y a un vrai enjeu démocratique parce que les gens localement sont ultra contre et c'est imposé par l'État qui est évidemment très allié de ces industriels-là parce que toute l'attractivité économique, toute même la puissance économique de la France, en partie, en tout cas, vient de là ou viendrait de là. Et donc, tu te dis, ok, ensuite, il y a une décision de justice. Donc, quand on est juste la veille, le jour où on a fait l'action, il y a une décision de justice qui est arrivée la veille. En gros, c'était une dame qui avait eu un cancer, particulièrement dur, et qu'elle attribuait aux usines, à la pollution de la région. La réponse de la Cour de justice en première instance, c'est bah, vous étiez au courant des pollutions, vous étiez au courant des risques, vous avez choisi de pas déménager, c'est un peu de votre faute, quoi. Et donc les mecs, ils étaient juste outrés, quoi. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, enfin, comment vous pensez que la vie fonctionne de je peux partir à tout moment, enfin, je veux dire, elle avait ni les moyens ni la possibilité. Donc tu te rends compte que les trois trucs se recoupent et c'est pas du tout un cas isolé, quoi. C'est vraiment un truc qu'on retrouve partout. Sur les questions agricoles, c'est pareil. J'aurais pu faire le même développement sur les questions d'agriculture, sur la précarité sociale mais extrême des agriculteurs, les questions environnementales et les questions démocratiques, parce qu'aujourd'hui la PAC elle est donnée à quelques très gros éleveurs qui ne sont pas du tout représentatifs, quelques très gros éleveurs ou maraîchers mais à l'échelle industrielle. Et donc tu te dis pareil, c'est pas du tout représentatif, c'est quelques très gros qui trustent le truc. Donc c'est en ça que ces liens-là sont faits, et il y en aurait d'autres à faire dans d'autres sens, mais voilà, en gros. Ok, donc c'est vraiment le fait de se dire on va se servir de sujets de justice sociale et de démocratie pour parler aussi d'environnement. Et puis en fait, quand tu commences, comme tu dis, à tirer la pelote, tu te rends compte que tout est lié. Et ouais, Et puis, je comprends la démarche. et puis il y a aussi un truc, juste pour compléter, la partie justice sociale, il y a aussi quelque chose où je pense que stratégiquement, moi j'ai fait des études de sciences politiques, donc ça m'intéresse aussi un peu, peut-être que c'est pas passionnant, mais je pense que stratégiquement, en fait le fer de lance de la gauche, historiquement, c'était en gros nous on défend les classes populaires et la justice sociale. C'était pas forcément formulé comme ça à l'époque, mais clairement c'était ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de se dire, ok, quand on voit le mouvement écologiste qui commence à grimper, à monter, à prendre de la place et tout ça, la première attaque, l'attaque la plus tranchante qu'on puisse lui faire, c'est de l'opposer à la justice sociale. C'est de dire, bah en fait, les écolos, c'est des gens qui sont anti-justice sociale. Parce que si tu fais ça, tu crées une espèce d'équation impossible à résoudre, de dire, bah soit je suis écolo, soit je suis pour la justice sociale, et donc tu crées des incohérences dans les deux camps.
Donc c'est nickel, t'as totalement détruit et la gauche traditionnelle et les écolos, parce que t'as réussi à les opposer alors que c'est des alliés, ça aurait pu être des alliés naturels. Et je pense que c'est ce qui a été fait pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il y a eu longtemps, et il y a toujours, je pense de moins en moins, une image de l'écolo bobo, tu vois, qui est totalement pas du tout conscience des réalités sociales et qui est, tu vois, très opposée à ça. Donc je pense qu'il y avait aussi une vraie utilisation stratégique de cette opposition-là et qui est hyper importante à déconstruire en fait, parce que les premiers impactés de la question climatique, environnementale et tout ça, c'est aujourd'hui, donc comme j'en parlais tout à l'heure, les gens qui sont déjà dans une précarité sociale. C'est pas forcément eux qui vont militer, parce que c'est pas forcément des rythmes de vie, et encore, hein, il y en a plein qui le font, on en a croisé plein, mais je veux dire, on a encore l'image du citadin, bobo, CSP+, qui a fait des études sup, qui va militer, ce qui est faux, ce qui est vrai à Paris, dans les grandes villes, mais qui est pas forcément vrai sur le terrain en France, et c'est vraiment un truc qu'on a vu partout, c'est les gens les concernés qui militent aussi, c'est encore plus vrai dans le monde. Donc il y avait vraiment un enjeu comme ça de dire, bon bah, il faut qu'on montre en fait que l'environnement et la justice sociale, c'est deux choses qui poussent dans le même sens et qui sont pas opposées. Oui, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la photo d'Alizé que vous avez partagée dans votre dernière newsletter. Je pense que tous nos auditeurs ont vu passer la photo d'Alizé qui s'est attachée à un filet de Roland Garros avec We have 1028 days left. Pardonnez mon anglais. Et c'est vrai que quand on voyait les retours dans les commentaires de certaines personnes, de beaucoup de personnes, c'est vrai qu'il y avait souvent ce sujet d'insulter en fait Alizée en étant une bobo blanche qui avait probablement grandi dans des milieux sociaux favorisés, etc. Ce type d'action, c'est quelque chose qui vient du relais jeunes. C'est des choses que vous souhaitez reproduire. Et comment est-ce que, en termes de communication, comment est-ce que ça impacte le message? En fait, effectivement, ça a posé des questions sur ça, ça a posé des questions aussi sur la mode d'action, de dire est-ce que c'est le lieu. Il y a plein de gens qui ont aussi réagi là-dessus, au-delà des commentaires juste insultants et désagréables, enfin, pas désagréables, mais très durs qu'il y a pu y avoir. Mais je pense qu'en fait, c'est juste, faut, le constat sur lequel, après, sur est-ce que c'est bien, moi, à titre perso, je trouve que c'est une action qui est trop forte, qui est trop maligne, trop forte. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des débats. Par contre, on peut s'accorder juste sur le constat, qui est de dire, en fait, dans le milieu militant aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne savent juste plus quoi faire, en fait. C'est un truc on a essayé les marches, on a essayé à peu près toutes les méthodes d'action pacifique, on a essayé le plaidoyer pour discuter avec les politiques, il y a plein il y a le réseau Action Climat, Alternativa, ils en font plus à l'échelle locale, on a essayé le plaidoyer, c'est-à-dire la négociation avec les politiques, essayer de les informer à l'échelle européenne, avec des associations comme Bloom, enfin des ONG comme Bloom, on a essayé l'action directe, avec Greenpeace, on a essayé, enfin, je veux dire, le relais jeune, par exemple, bon, c'est une petite pierre dans l'édifice, mais le côté très rassembleur et tout ça, il y a un peu un truc de, en fait, à un moment, il faut quand même poser le constat, et sur ça, je suis assez admiratif de leur action, de se dire, au moins, ils ont posé le bon constat, c'est-à-dire que aujourd'hui, on critique beaucoup le business as usual de la répétition, toujours, voilà, faut toujours faire pareil et tout ça, du monde avec, voilà, même si c'est très large. Il y a aussi un business as usual du militantisme et de l'engagement et de l'activisme, tout ça. Il y a aussi, bah, on va refaire plus ou moins toujours la même chose en espérant que ça change. Mais en fait, ça n'aurait pas de sens. Et je pense que c'est juste, ça part de ce constat-là, de dire, OK, il faut qu'on trouve des manières nouvelles de faire notre action. Alors, c'est peut-être pas, ça a peut-être déjà été fait dans l'histoire et tout ça, mais globalement, c'était quand même assez neuf. La preuve, ça a attiré une attention hyper particulière. Ils ont été invités dans plein d'endroits où on parle pas d'écologie normalement, sur RMC, sur TPMP, j'imagine plein d'autres émissions. Donc, il y a quand même quelque chose de, la méthode, on peut en discuter, et peut-être qu'il y aurait eu il y a d'autres choses à faire, mais en même temps, il y a quelque chose déjà de dire, bon, au moins on pose la bonne question, de dire, faut changer, faut tenter, quoi, faut tenter des nouvelles choses, parce que les choses qu'on a essayées jusque-là, et que les autres ont essayé, et que, voilà, ça a visiblement échoué, quoi, genre. Donc, comment on fait? Et après, l'autre chose, c'est de se dire, de réussir à garder la proportion, en fait, entre les choses. Et je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez,
assez dur en vrai à constater quand les gens n'arrivent pas à l'entendre. C'est-à-dire que là, évidemment que, parce que c'est du coup le groupe qui a fait ça, Alizé, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle, d'une campagne qui s'appelle Dernière Rénovation, qui milite pour que la rénovation thermique de tous les bâtiments d'ici 2040 et la prise en charge pour les logements les plus modestes. Et l'idée, c'est d'avoir une première victoire comme ça, pour ensuite pouvoir porter d'autres mesures et voilà, petit à petit gagner ça dans un laps de temps assez court, vu que, comme il y avait marqué sur le t-shirt, il reste 1028 jours, enfin maintenant 32 mois, je pense à peu près. Et du coup, il y a vraiment l'enjeu de dire, en fait, remettre dans les proportions de, bien sûr que c'est pas souhaitable. Personne ne pense que c'est souhaitable, ça. Genre, je veux dire, moi, je suis fan de tennis, je regarde Wimbledon en ce moment. Je veux dire, évidemment, dans l'absolu, j'ai pas envie. Mais je veux dire, entre perturber un match de tennis pendant 20 minutes, bon, ça reste globalement quelque chose de l'ordre du pas grave du tout, et la prise de conscience et l'ampleur de ce à quoi on va faire face, je veux dire, je comprends même pas comment le sujet, ça peut être. euh, alors, est-ce que c'est bien ou mal de perturber le match de tennis? Mais en fait, c'est dérisoire, quoi. C'est un peu le dicton bateau de quand quelqu'un monte la lune, l'idiot regarde le doigt, quoi. C'est vraiment, tu dis, mais pourquoi on parle de ça? C'est vraiment, on s'en fout, quoi. Je veux dire, là, c'est une manière de mettre sur la table d'autres sujets. Et donc, c'est vrai que c'est un peu dommage parfois de parler plus de la méthode, et c'est une manière de détourner le sujet. Après, c'est aussi au taf des communicants de Dernière Rénovation et des autres ONG de réussir à faire passer ce palier-là. Et ça a au moins le mérite d'attirer l'attention. Donc non, non, franchement, je suis juste admiratif du courage qu'elle a eu de faire ça. En plus, on s'est croisés là récemment. Donc ouais, elle est hyper courageuse, hyper chouette même humainement. Et globalement, cette campagne, elle est hyper bien. Donc voilà. Après, je comprends que les méthodes questionnent, et en fait, c'est une très très bonne chose que les méthodes questionnent. Ça a des points négatifs, et je pense que c'est assez violent, mais c'est très bien. Il faut innover là, parce qu'on peut pas éternellement faire des marches en attendant de voir ce qui se passe, quoi. On n'en est plus du tout là. Tu vois, à titre perso, là, je vais me donner mon Ouais. avis, quelque chose que je fais pas souvent. Et en fait, j'adore, moi, les gens qui sont investis, qui vont au bout de leurs pensées, de leurs idées, qui sont prêts à mettre les moyens, prendre des risques. Tu vois, j'ai une grande admiration pour les gens de Sea Shepherd qui sont prêts à risquer leur vie, par exemple, pour pour les dauphins, enfin bref, pour les baleines, pour tous ces sujets-là. Enfin, voilà, j'ai vraiment une très, très forte admiration pour ces gens-là, les gens qui vont au bout. Heu, mais j'ai aussi, d'un autre côté, et ça c'est le côté, mon côté communicant, créateur de contenu, presque influenceur, qui parle. C'est la sollicitation, de différentes associations de: «Tiens, est-ce que tu pourrais pas nous soutenir pour telle sur telle course, pour faire parler de nous?» et cetera. Et puis je me dis: «Bah, tiens, pourquoi est-ce que je soutiendrais cette association-là et pas celle-là?» Alors il faut, je pense, trouver une association qui te parle en fait, et qui a du sens pour toi, pour ton message que tu as envie de passer dans ta vie et cetera. Et dans la manière de faire, alors, juste une chose avant de conclure. Pour mettre dans le contexte, j'ai une maman qui était, professeure des écoles, et autant te dire que les manifestations, dans les rues, j'en ai connu un paquet, et j'ai presque grandi avec ça comme pas, alors pas comme quotidien, mais c'est quand même fréquent, hein, les manifestations des profs. Hem Et j'ai toujours trouvé, que c'était, enfin, voilà, marcher dans la rue, tu vas juste faire chier, en fait, les gens qui empruntent cette rue-là de temps en et puis ton message, tout le monde l'aura oublié le lendemain. Je trouve que bon, voilà, ça suffit pas. Tu as raison, il faut trouver d'autres moyens, d'autres solutions. Heu et en même temps, du coup, sachant tout ça, le problème d'aller, comme ça sur un terrain de tennis, moi, je trouve que ça génial, de faire passer son message. Mais je me dis, tous les gens, en fait, qui défendent une cause qui pour eux est chère, qui pour eux est ultra importante dans leur vie, je me dis: «S'ils le font tous ça», bah, Ouais. en fait, tu vois? C'est là où ça devient parce que demain, enfin, au prochain Roland-Garros, il y en a peut-être, 10 qui vont avoir cette idée-là, et puis, tu vois? C'est un peu ça la limite de cette action-là que je trouve, Mais tu vois? ouais, ouais, mais je comprends totalement. Et puis même à une autre échelle, tu peux te dire, bon, en fait, aujourd'hui, il y a une vraie question qui mérite au moins d'être sur la table, c'est de se dire à quel point
il y a pas besoin de radicaliser l'écologie pour dire bon bah là faut y aller plus dur parce que visiblement quand on y va doucement ça ne marche pas. Et tu peux dire ouais mais tu peux dire exactement ce que tu as dit. Dire oui mais si tout le monde commence à se dire bon ça marche pas du coup en fait on va vivre dans une société qui est totalement invivable où tout le monde va y aller de son truc. Mais je pense que là-dessus c'est totalement vrai ce que tu as dit. Effectivement tu peux ça serait et puis en plus tu peux pas dire ouais l'écolo enfin instinctivement tu vois j'aurais peut-être tendance à où j'aurais eu peut-être tendance, en ayant un peu moins réfléchi à ces questions il y a 4 mois, à dire ouais mais l'écologie est plus important parce que là on parle de la fin de la fin du monde, en tout cas la fin du monde tel qu'on le connaît. Bon, c'est quand même ça vaut le coup, tu vois. Et je pense qu'en fait ça serait con d'y hiérarchiser comme ça parce que aujourd'hui, si tu parles de discrimination sur les homosexuels ou de l'esclavagisme au Qatar, enfin, je veux dire, tu peux pas hiérarchiser ces choses-là, ça a pas de sens. On parle globalement, systématiquement du même sujet qui est du respect minimum accordé à la vie humaine et de l'avenir désirable pour tout le monde. Donc ça aurait pas de sens de les opposer. Mais je pense que t'as 100% raison sur le constat, qui est effectivement, il y a trop de choses, et en fait, je pense que ça pointe une vraie, en fait, si jamais demain ça arrivait, ça va peut-être arriver, faudrait pas, je serais assez, étonné ou triste de voir que on considérait que le problème c'est ces gens-là. Le problème c'est que ces gens-là, bah ouais, ils sont, voilà, il y en a trop, ils sont fous. En fait, c'est une défaillance du système démocratique qui est énorme. Le but de notre système politique, c'est effectivement qu'on ait des lieux de représentation qui soient suffisamment bien foutus et bien pensés pour qu'on n'ait pas besoin d'en arriver à là, qu'on n'ait pas besoin de faire ce job-là. Mais ça, c'est le système démocratique, mais même plus globalement du système politique en général, toute la raison d'existence de ce truc-là, c'est de se dire, on n'est pas capable individuellement, ou c'est pas souhaitable en tout cas, qu'on gère tous individuellement les problèmes de tout le monde. Et qu'on hiérarchise parce que chacun va avoir sa vision de moi mon problème il est plus important, moi mon sujet c'est une urgence absolue, il faut allouer les fonds là, et que donc on va déléguer ça à d'autres, à une petite partie d'entre nous qui va décider de comment on organise tout ça en ayant en tête l'intérêt collectif ou l'intérêt général, ou en tout cas au moins l'intérêt du groupe qui représente. Donc tu te dis, ok, je suis 100% d'accord que c'est pas viable. Mais dans ce cas-là, il faut se poser la question de pourquoi il y a autant de gens qui estiment que des causes aussi, et si tu les prends une par une, je pense que si on imagine que c'est que des causes valables, entre guillemets, ou en tout cas compréhensibles, avec lesquelles on se sent aligné, faudrait pas se dire que le problème c'est ces gens-là. Le problème c'est que du coup de se dire, ok, en fait ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a un système démocratique qui est carrément bancal. Là, on a quand même une assemblée, enfin, moi, c'est un truc qui me choque, mais de ouf. On a une assemblée qui est élue avec moins de la moitié des gens qui ont voté. C'est-à-dire que la majorité des gens ne se sont pas déplacés. C'est pas, même pas 40%. Pour moi, le fait qu'on ait passé ce cap de la majorité des gens ne votent pas, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où la majorité des gens ne prennent pas part du tout à ces choses-là. Donc, je suis 100% d'accord sur le constat, je suis 100% d'accord sur le risque dont tu parles, mais dans ce cas-là, ça invite à repenser en profondeur le système démocratique, de dire pourquoi personne se sent représenté et pourquoi personne n'a l'impression qu'on prend en compte son sujet, ses considérations, enfin son sujet, le sujet en tout cas qu'il a décidé ou elle a décidé de porter. Et donc, il y a un peu un truc de dire, bah ouais, mais du coup, il y a une grosse défaillance. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce quand même depuis des années que personne ne veut voir. Il y a vaguement un ou deux commentaires par-ci par-là après quelques élections. Oh, un taux d'abstention qui est légèrement en hausse, légèrement en baisse. Bon, ça fait 3 articles. Il y a vaguement un ou deux responsables politiques qui le commentent et puis on parle d'autre chose. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que les gens je pense que la plupart des gens se sentent pas représentés du tout, quoi. Même ceux qui votent, hein, parce qu'il y a plus de 50% qui votent pas aux législatives. Mais même ceux qui votent, je pense qu'ils se sentent pas représentés, en tout cas pas comme ils le voudraient. Donc, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, faut pas porter la faute sur les gens qui juste essaient de faire entendre des causes justes parce que ça aurait pas de sens. Enfin, en tout cas, le questionnement, pour moi, il est pas là. Le questionnement, il est sur, ok, donc, à quel moment il y a un problème dans notre système politique? Comment on repense ce truc-là? Parce que si tout le monde a l'impression que faut entre guillemets, se faire justice soi-même, parce que les gens qui nous représentent sont pas capables de le faire, bah, du coup, le problème, c'est les gens qui nous représentent, ou la manière dont ils nous représentent, ou la manière dont ils sont choisis, j'en sais rien. Mais c'est pas le problème de vouloir défendre la question environnementale, la question du droit des femmes, la question des minorités ethniques. Enfin, c'est pas ça le problème. Ça, c'est normal de vouloir défendre ça. Juste le problème, c'est d'estimer que c'est pas du tout pris en compte. Et aujourd'hui, après, moi, je trouve que c'est à raison. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que sur la question environnementale, en tout cas, et probablement sur d'autres, mais en tout cas, voilà, juste sur la question environnementale pour l'instant,
c'est pas pris en compte. C'est clairement pas du tout pris au sérieux. L'État, il a été 2 fois condamné, il a aucune mesure de la Convention citoyenne quasiment qui a été appliquée, en tout cas pas appliquée telle quelle du tout. Enfin, je veux dire, le glyphosate a été réautorisé, d'autres perturbateurs endocriniens aussi. Le système agricole continue d'être ultra subventionné, le système intensif. C'est clairement pas pris en compte. Donc, tu peux pas porter. Pour moi, ça aurait pas de sens en fait de porter cette faute-là sur les gens qui militent comme ça. J'aime beaucoup ta réponse parce que, en fait, à travers elle, on se dit que, effectivement et puis ça paraît évident, en fait, que Alizée, elle aurait bien fait autre chose de son après-midi que d'aller s'attacher à un filet et puis elle fait pas ça par plaisir de se retrouver après, en garde à vue, je ne sais combien d'heures. Voilà, donc évidemment, en fait, que s'il y avait eu d'autres moyens, j'imagine qu'ils C'est auraient été exactement ça. faits, qu'ils auraient été faits avant et que c'est des moyens extrêmes qui voilà, qui où quand tu sais plus quoi faire, bah, voilà, tu fais ça. Voilà, c'est quoi enfin, j'imagine qu'il y a d'autres idées, hein, qui derrière, mais voilà. Pierre, c'est passionnant notre conversation. J'espère que les auditeurs vous appréciez aussi, ce que tout notre échange. C'est un petit peu différent, même complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'instant outdoor, mais c'est très bien, d'ouvrir comme ça les conversations, les débats, des échanges d'idées, et d'essayer de réfléchir sur d'autres sujets parce que nous, on est dans l'instant outdoor, il y a quand même outdoor et tous les enjeux environnementaux. Si on veut conserver nos terrains de jeu, comme on Ah, les a je suis vrai. actuellement, eh bien, je pense que ça passe par toutes ces prises de conscience. Pierre, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, peut-être pour clôturer notre échange? Et aussi, tu peux préciser qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire s'ils veulent vous soutenir? Quels sont les moyens pour vous suivre? Je te laisse la parole sur tout ça. Alors nous pour nous soutenir, du coup là, nous on a terminé le projet, donc il y aura peut-être un Relay Jeune 2, mais pour l'instant il y a rien d'acté. Donc le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de se renseigner là-dessus. Et moi, après ça dépend. Un peu la recommandation, c'est genre global. C'est juste pour conclure, ça serait un peu juste le passer à l'action en fait. Je pense que le pire du pire du pire, c'est le mi-chemin. C'est d'être arrêté au milieu du chemin où t'es loin de tout, t'es tout seul. Tu vois pas, t'es pas non plus dans un truc où t'as gardé ton confort du déni, de tout ce que ça peut englober, ce dont on parlait tout à l'heure. T'es pas non plus, t'en tires aucun bénéfice, t'en tires juste des frustrations, des angoisses, des interdictions, de il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, mais rien de positif, pas dans le sens chouette, mais dans le sens rien qui s'ajoute, rien de neuf. Et donc juste, enfin en fait, ne surtout pas rester. Mais ça c'est même un conseil que je me donne à moi-même parce que c'est un travail du quotidien. Genre c'était facile à faire pendant le relais jeune, c'est déjà beaucoup plus dur à faire quand tu rentres. Mais de rester ou de passer si c'est pas le cas, dans l'action quoi. Pas rester dans ce mi-chemin parce que ce mi-chemin il est juste horrible en vrai. Et même là c'est même un truc individuel très très personnel. C'est même pas pour la cause ou je ne sais quoi. C'est même individuellement. Je pense que c'est ça que j'en retire moi. C'est un truc de en fait, quand tu passes à l'action, tu vois tout ce que tu gagnes, quoi. C'est-à-dire que tous les liens, tous les gens que tu rencontres, toute la stimulation intellectuelle, toutes les choses que tu aurais jamais pensé faire et qu'en fait tu vas faire, enfin, tout même le côté empowerment, émancipation et tout ça, enfin, tout ça, tu l'as pas à mi-chemin. À mi-chemin, t'as que les angoisses. Donc surtout ne pas rester là et si possible ne pas se dire ok c'est trop angoissant, je repars dans l'autre sens et je retourne à l'autre truc. Aller au bout du sujet et se mettre avec des gens, faire collectif. Il y a une phrase, on a eu la chance d'avoir Flore Vasseur avec nous à l'événement, à un des événements à La Rochelle, qui a réalisé le documentaire Bigger Than Us, qui est hyper chouette, qu'il faut pas hésiter à aller regarder. Et elle a conclu un peu elle commentait après, on a fait une projection du documentaire et elle commentait après le documentaire. Et elle a conclu un peu son intervention qui était particulièrement intéressante par ce qui tue les activistes, c'est la solitude. Et je pense que cette phrase-là, elle a énormément de sens et on pourrait remplacer activiste par les gens qui ont juste une conscience de ces sujets-là. Ça pourrait être même beaucoup plus large en fait. Et je pense que vraiment, en tout cas, on pourrait même, je dirais même, on pourrait remplacer ce qui tue les activistes, c'est la solitude. On pourrait même dire ce qui tue l'activisme, c'est la solitude, parce que t'as quelque chose de, évidemment, individuellement, c'est horrible. Ça peut vraiment t'isoler énormément.
euh, en fonction de la manière dont tu le fais, mais ça peut aussi te dégoûter au bout d'un moment de dire ouais non en fait je peux pas. Si t'es seul, tu tiens jamais là-dedans. Donc faut se mettre en collectif et se mettre en mouvement et voilà, c'est juste même à titre individuel quoi, même pas pour l'impact que ça va avoir, même si évidemment c'est archi important, mais même individuellement juste c'est surtout pas rester dans l'entre-deux quoi. Et alors, personnellement, je vais, si je vais ajouter une chose et ça, c'est souvent un conseil qu'on donne quand, quelqu'un qui commence, le sport, pose des questions. L'une des réponses qui revient le plus souvent, c'est, «Vas-y progressivement, ne révolutionne pas ta vie en te prenant pour un grand sportif et en allant t'entraîner tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, tu vas te blesser et tu vas t'arrêter». Quand on prend, en compte tous ces enjeux environnementaux et qu'on veut, du coup avoir un impact, soi-même sur notre mode de vie et cetera, je pense que c'est pas une bonne idée de révolutionner complètement son quotidien du jour au lendemain parce que c'est trop violent et ça ne tiendra pas. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux adopter des petites choses et se faire évoluer comme ça ses habitudes, son mode de vie. Tiens, ce trajet-là, avant, je le faisais en voiture, est-ce que je peux le faire en vélo? Tiens, j'avais l'habitude de manger, de la viande X fois par semaine, est-ce que je peux réduire un petit peu? Tiens, j'avais, plutôt l'habitude de partir en vacances à tel endroit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits qui sont, peut-être plus sympas à aller voir et qui sont tout proches de chez moi? Voilà, ce sont des choses qui sont des petites choses à changer dans notre quotidien au fur et à mesure, progressivement et je pense que de cette façon-là, on va, heu, accepter ou accueillir, d'une meilleure manière quand, de toute façon, ça nous sera imposé parce que je suis convaincu qu'un jour le gasoil sera à 5 €, puis 10, puis 15 € le litre, parce que, bah, il y en aura plus. Et on le vivra beaucoup mieux si on a déjà commencé soi-même à prendre, ces nouvelles habitudes. Juste Merci pour beaucoup ajouter Pierre. juste Ouais, un micro mot là-dessus, vas-y. c'est effectivement, je suis d'accord que le côté rupture, après il y a des gens qui ont besoin de ça, mais juste deux micro trucs, c'est le premier, c'est je suis 100% d'accord sur les habitudes qu'il faut y aller à son rythme en tout cas et pas essayer de forcer le destin. Après t'as aussi des moments de bascule où tu te dis d'un coup bon là ça y est moi la viande c'est plus possible parce que j'ai vu tel reportage ou que j'ai lu tel article ou que j'ai eu telle discussion. Donc ça dépend. Mais il y a aussi un truc de, en fait, si c'est juste, je dois arrêter la viande, je dois plus prendre ma voiture, je dois plus voyager, en tout cas plus en avion, je dois plus faire ci, je dois plus faire ça, je dois plus faire ce truc. En fait, le côté passage à l'action, il y a passage à l'action individuelle, mais il y a aussi passage à l'action collective. Et je pense que c'est vraiment celui-là où tu gagnes, où c'est pas, où tu peux aussi gagner évidemment à voyager différemment. Tu vas voir des choses que tu n'aurais pas vues, tu vas prendre un autre temps, c'est un autre rapport au monde et tout ça. Mais il y a vraiment l'action collective de s'engager avec des assos, ça veut pas dire s'engager 35 heures par semaine, hein, mais juste voilà, ça va te permettre de rencontrer des gens, d'être stimulé, d'être aussi, d'avoir une place socialement, c'est archi important pour tout le monde, je pense, de se sentir intégré socialement et utile. Donc voilà, juste il y a l'action individuelle, mais il y a aussi l'action collective, et je pense que l'action collective, tu tires beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses chouettes. Et l'autre truc, c'est, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je pense que moi, je dirais aussi que faut pas trop se concentrer sur la destination. Et j'imagine qu'en sport, c'est un peu la comparaison avec le sport, elle doit marcher aussi. Enfin, tu vas me dire très rapidement. Mais en fait, moi, j'ai plus envie de me concentrer à titre perso. Et le conseil, si je peux en donner un, ce serait de se concentrer plus sur le moteur que sur l'objectif. Tu vois, c'est-à-dire si t'as un bon moteur, t'inquiète pas que tu vas aller loin, quoi. Et ça sera même plus un sujet. Si t'es en train de regarder l'objectif, c'est pas parce que tu le regardes et que tu le vises que tu vas y aller. Donc, se concentrer sur cultiver les choses entre guillemets qui t'amènent vers ça. Je sais pas, pour moi, il y a un énorme sujet sur la curiosité, sur la remise en question, sur le accepter le doute et cultiver le doute. Enfin, toutes ces choses-là qui vont faire que tu vas progressivement changer tes habitudes, progressivement t'engager sur un sujet, sur une cause, sur voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur toi intérieurement et cultiver ces choses-là sans se dire il faut que j'ai coché la case du végétarianisme avant telle date, il faut que j'ai coché telle case, ça va venir tout seul derrière, quoi, je pense. Alors justement en sport, pour placer ses objectifs, il y a deux choses. L'objectif de résultat, c'est, je fais ça justement, avant telle date ou, je programme, telle chose pour telle date. C'est souvent un objectif d'une course, donc forcément il y a une date. Court, moyen, long terme.
Et pour arriver en fait à cet objectif, donc qui est un objectif de résultat, on associe toujours un objectif de moyen. C'est comment est-ce que je vais arriver à faire que cet objectif, je vais y arriver, quoi. Donc c'est exactement ce que tu disais, quoi. C'est, voilà, il y a toute une série de choses à mettre en place, dans l'entraînement et du coup, pour, arriver à avoir un impact sur les sujets, environnementaux, justice sociale, démocratie, eh bien, il y a plusieurs, actions qu'on va pouvoir mettre en place et tu nous les as très, très bien présentées, durant cette, heure et quart. Hem, Merci beaucoup Merci Pierre. beaucoup. C'est trop cool. Bonne continuation dans tous tes projets et puis en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode et cet échange ensemble. C'était très enrichissant. Merci Réciproquement. beaucoup. Bah, merci à toi pour déjà de m'avoir invité, mais pour les échanges et tout, c'était trop cool. Top. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!